Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Acheter des biens immobiliers avec une carte de séjour et un CDD. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente de faire la connaissance de Bérénice avec vous. Il faut savoir que Bérénice, je l'ai rencontrée sur Instagram. On a fait quelques échanges. J'ai découvert son énergie en regardant son compte Instagram. Et je me suis dit, mais carrément, ça fera du bien aux auditeurs d'écouter un parcours atypique. Alors en réalité, chaque parcours est atypique parce que chacun a ses spécificités. Mais en l'occurrence, je pense que c'est très intéressant et elle va vous apporter une belle dose de motivation. Salut Bérénice, comment ça va? Salut Dorine, je vais très très bien et toi? Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'écouter le podcast, mais il me semble que tu l'écoutes de temps en temps. Donc, tu sais que là, l'idée, c'est qu'on va faire une histoire d'investisseur. Donc, on va faire tout le parcours de tes investissements et d'où tu viens au départ. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, je suis vraiment prête. Alors, en effet, je suis une fidèle auditrice de ton podcast. Je t'écoute régulièrement et j'adore les sujets que tu abordes et qui sont très très intéressants. On y reviendra par la suite si tu le souhaites. Alors moi, je viens d'Algérie. Je suis venue en France à l'âge de 24 ans. Donc, je suis venue pour poursuivre mes études à l'université de la Sorbonne où je suivais un parcours en didactique des langues et des cultures. Je sais que tu as l'habitude de poser la question aux interviewés sur leurs parents. Donc, concernant mes parents, ce que je peux dire, que ce sont des parents adorables, très aimants, qui m'ont transmis justement l'amour du travail, de la persévérance et de la rigueur. Donc voilà, mon père est cadre dans une entreprise nationale et ma mère est femme au foyer. Très bien. Et donc, la culture de ta famille par rapport à l'investissement, ils étaient investisseurs ou ils n'étaient pas investisseurs? Je ne sais pas comment ils étaient. Alors, pas du tout. Ils connaissent pas du tout l'investissement, mais quand je te dis pas du tout, mais pas du tout. Moi, je me suis formée à l'investissement, je peux dire grâce aux livres, à YouTube et au podcast. Mes parents, ils ont construit leur résidence principale et pour eux, voilà, c'est le jackpot et ça s'arrête là. Donc, tout ce qui est investissement en immobilier, en bourse, dans le vin ou dans l'or, mes parents n'y connaissent absolument rien. Et même maintenant, quand je leur dis, vous savez, on peut gagner tant d'argent si on mise sur telle action, on peut gagner tant d'argent si on achète tel bien. Voilà, ils me prennent pour une folle, une fille, voilà, qui perd son argent dans des rêves farfelus. Donc voilà un petit peu le milieu, mais je les blâme absolument pas parce que tu sais, c'est des personnes de leur époque. À l'époque, comme tu le sais, on n'apprend pas aux gens à investir et même, je peux dire, même maintenant, hein, si on le découvre pas par nous-mêmes, par nos propres recherches, personne ne te l'apprend. Rares sont les milieux sociaux où on parle d'investissement, mais ils sont très rares. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, donc, tu décides avec tes parents de partir en France pour tes études. C'est ça, tu as 24 ans. Donc, ça fait longtemps que tu as déjà le bac. Tu avais déjà fait un petit peu d'études en Algérie et après, tu as décidé de peaufiner et d'améliorer encore plus. C'est ça, tu as commencé un peu tes études en Algérie, c'est ça? Exactement, ah, tout à fait, tu as bien calculé. Alors, j'ai eu le bac à 20 ans en 19 ans, 19 ans, 20 ans en 2010. Et du coup, je me suis spécialisée directement en langue française. Donc, c'est comme ça qu'on appelle le parcours en Algérie, parcours langue française, pour devenir prof. Il faut savoir quelque chose, Dorine, sur moi, c'est que moi, je suis une amoureuse de la langue française. J'adore les textes bien écrits, j'adore le beau parler, j'adore Molière, j'adore Émile Zola, j'adore Maupassant. Et j'étais une grande lectrice et je le suis toujours des classiques de la langue française.
Et du coup, après avoir fini mon parcours là-bas, je me suis dit pourquoi pas ne pas étoffer plus mes connaissances en allant en France et en faisant un master et pourquoi pas par la suite un doctorat. Tu sais que ça me stresse parce que j'étais nulle en français. Je sais que je fais plein de fautes dans le podcast et je me dis, mais le stress, il y a des profs de littérature qui m'écoutent et qui doivent écouter mes fautes de français. Donc, mais c'est pas grave, mais Franchement, t'en fais pas tant que ça, hein. Moi, j'ai pas repéré de faute en ce qui te concerne. Pourtant, je peux te dire que je suis très sensible au beau parler. Et en général, quand c'est un podcast ou un texte où je vois que les personnes, entre guillemets, c'est pas ne parlent pas bien, mais ne parlent pas selon la norme qu'on moi m'a inculquée ou la norme que moi j'ai apprise, j'ai du mal un petit peu. Mais je suis quand même, ceci dit, c'est une norme et libre à nous de la suivre ou pas. ok. Ok, non mais c'est bon. Mais tu vois, moi je suis un peu, je me dis mince, il faut que je fasse attention. Alors, je te laisse continuer. Oui, donc après, par la suite, plutôt, j'ai fait un parcours en didactique et ensuite, j'ai intégré l'éducation nationale où j'enseigne depuis 7 ans maintenant. Moi, j'aime beaucoup le métier de professeur. Je sais qu'il n'a pas bonne réputation, surtout ces dernières années, mais moi, j'aime transmettre. Jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Donc voilà, ça se passe bien dans tous les établissements où j'ai travaillé et voilà quoi. T'es professeur dans quel niveau? Enfin, en lycée, en collège, en... Je suis au collège et en général, c'est l'âge où les élèves sont, on va dire entre parenthèses, sont un peu plus agités qu'aux autres âges. Mais je trouve que ça va, ça te passe très très bien. Mais oui, je suis au collège et j'enseigne les sixièmes et les cinquièmes. Trop bien. Ok. Alors, donc là, quand tu es professeur, est-ce que tu es professeur titulaire ou tu es professeur, je connais pas les termes exacts, mais autrement? Le terme exact, c'est soit on est titulaire parce qu'on a passé le concours de l'éducation nationale, soit on est contractuel parce que on n'est pas titulaire. Voilà. Parce qu'on n'a pas passé le concours de la fonction publique. Et il faut savoir quelque chose, et je pense que tu le sais, c'est juste que je vais le répéter aux personnes qui nous écoutent. On ne peut pas être titulaire si on n'a pas la nationalité française. Et dans mon cas, pour avoir la nationalité française, il faut avoir 5 ans de présence sur le territoire national. Ensuite, bah voilà, passer le concours. Et moi, pendant donc les 5 premières années, bah, j'avais pas de nationalité, donc j'ai attendu les 5 années comme tous les étrangers. Enfin, pas comme tous les étrangers, en tout cas comme tous les Algériens, parce que les accords entre la France et les différents pays sont très différents. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des pays où les ressortissants, au bout d'un ou 2 ans, sont naturalisés, ou comment ça se passe pour les autres? Donc, moi, je te parle en ce qui concerne les gens de mon pays. Donc là, au bout de 5 ans, on est naturalisé. Et au bout de la 5e année, moi, je n'étais pas naturalisée parce que je trouvais pas de rendez-vous sur le site de la préfecture. C'était un petit peu une galère à ce niveau-là. Donc, je suis naturalisée au bout de la 6e année. Du coup, je suis restée prof contractuelle. Mais souvent, on me renouvelait dans le même établissement parce que l'expérience était positive et j'avais des avis favorables de la part des chefs d'établissement. Il y a combien de pourcentage de professeurs contractuels à peu près par rapport à l'ensemble des professeurs? C'est juste pour me rendre compte, je ne le connais pas du tout, hein. Bien sûr, je vais te le dire. Donc, moi, j'ai lu un article récemment sur Internet qui dit qu'il y a très peu. On a l'impression que c'est beaucoup, mais non, il n'y a que 10% de professeurs contractuels. Sinon, la plupart, c'est des titulaires. Par exemple, dans les établissements où j'ai enseigné pendant les 7 années, il y avait chaque année que 2 ou 3 maximum. Sinon, le reste, c'est des titulaires de leur poste. Ok, C'est-à-dire, c'est des gens qui ont réussi le concours de la fonction publique. ok. Moi, la question que je me pose, c'est, là, tu habites en France, tu es célibataire à ce moment-là, enfin, tu t'installes, enfin, j'essaie de me projeter. Tu as un loyer, tu as un appart, tu bosses, tu as ton CDD, ou je sais pas c'est quoi le terme, tu es contractuel avec à chaque fois un an et que ça se renouvelle. Comment est ta vie et ton quotidien à ce moment-là?
Ta question est très, très intéressante parce qu'en réalité, tout part de là. C'est-à-dire, ma situation en 2017, quand j'ai fini mes études, donc j'avais un CDD d'1 an toujours, chaque année, ils me le renouvellent, et j'avais une carte de séjour. Et à ce moment-là, je voulais pas mettre tout mon argent dans mon loyer. J'ai loué une chambre chez une dame. Je payais la chambre à 350 euros, ce qui me permettait de mettre pas mal d'argent de côté à ce moment-là déjà, parce que je reproduisais un petit peu le schéma de mes parents dans le sens où ils étaient très économes et moi, je voulais faire la même chose. Je me suis dit, mais oui, mes parents ne sont pas en France. J'ai personne ici. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai en moins mon argent pour faire face. Et d'un autre côté, je me disais, mais dans la vie, il faut faire des projets. Il faut que je mette de l'argent de côté pour créer une boîte un jour. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce terme de boîte dans ma tête. Tu vois, voilà, c'est le terme de un jour, je vais créer une boîte. Et du coup, il faut que je mette de l'argent de côté. C'est marrant que tu aies cette idée de créer une boîte parce que si ton père il était employé et enfin ou cadre et ta mère elle était femme au foyer, d'où t'es venue l'idée de peut-être un jour que t'entreprendrais alors que tu as fait des études pour devenir prof. Enfin, c'est rigolo, non? Ça t'est venu d'où? Ça, c'est parce que j'écoute beaucoup la radio. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas des radios sur l'entrepreneuriat. J'écoutais la radio sur genre France Inter, France Culture. Mais c'est sûr que c'est un terme que j'ai entendu. C'est sûr que je l'ai entendu sur les fréquences de la radio et pas ailleurs. Parce que en 2015, 2016, 2017, il n'y avait pas les podcasts. Il n'y avait pas YouTube. Il y avait juste la radio. J'écoutais énormément la radio pour perfectionner mon oral et perfectionner aussi mon écrit. Et surtout, j'écoutais et en même temps, je notais des expressions un petit peu, on va dire, très compliquées pour les employer dans mes textes et dire à mes professeurs à l'université, vous voyez, je suis très forte quand même. C'était ça l'idée. Et c'est là, je pense, que j'ai entendu le terme de boîte. Donc, c'est là que je suis allée directement louer une chambre chez une dame à 350 euros. On vivait à deux dans un grand appartement. Et voilà, 350, charges comprises. Et le reste, tu imagines bien, avec un salaire de prof, finalement, on vit bien lorsqu'on a un loyer à 350. Et on met pas mal d'argent de côté. Ok, donc là, tu vis ta vie comme ça et tu sais déjà qu'il y aura un autre truc, mais tu vois pas trop exactement quoi, mais tu sais qu'il y aura autre chose que, entre guillemets, juste rester professeur. Alors, je mets des mots comme ça, hein, mais sans a priori, mais dans ta tête, tu savais qu'il y aura autre chose aussi, quoi. Tu le savais au fond de toi. Enfin, Tout à fait. ok. Et donc, les années passent. Alors, comment t'as fait pour trouver alors? Ouais, les années passent et à aucun moment je me suis dit que j'allais investir dans l'immobilier. En fait, j'avais des pensées limitantes à ce moment-là. Je pensais qu'en France, pour s'endetter, pour acheter un bien immobilier, il faut être un couple en CDI et il faut toucher 6 000 euros par mois chacun. C'était l'idée dans ma tête. Je ne sais pas parce que je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, mais c'était parce qu'autour de moi, j'ai mon oncle qui a acheté une maison avec sa femme, j'ai mon cousin qui a acheté avec sa femme, que des couples qui ont acheté ensemble. Donc, comment moi, célibataire, avec mon CDD, ma carte de séjour, je peux aller emprunter de l'argent à la banque? Pour moi, c'était impossible. Et un jour, vraiment par hasard, je rentre dans une agence immobilière et je leur dis, voilà, j'ai un CDD, j'ai une carte de séjour, mais j'ai de l'argent sur mon compte. Tu vois? Et là, ils m'ont dit, ah, c'est possible. Je leur ai dit, vous êtes sûr? Parce que là, j'ai juste vu sur votre façade des biens, ils m'ont plu. J'ai le coup de cœur. Je suis rentrée pour savoir si c'est possible, si c'est accessible plutôt pour des gens comme moi. Et là, ils m'ont dit, oui, c'est possible. D'ailleurs, on vient de rentrer un bien. On ne l'a pas encore mis en ligne, on ne l'a pas encore estimé. Mais si vous voulez, on peut aller le visiter ensemble. On est allé le visiter. C'était le premier bien. C'est la première fois que je rentre dans un bien immobilier aussi grand. Et quand on est rentré, du coup, je l'ai vu, j'ai eu le coup de cœur et la dame m'a demandé à combien je peux l'acheter, à combien j'estime en gros ce bien. Du coup, moi, j'ai proposé un prix et c'est ce prix-là qu'on a retenu. Donc, j'ai proposé 150 000 pour un bien à 70 mètres carrés
Et du coup, c'est à ce prix-là que je l'ai acheté. Donc, si j'avais proposé peut-être plus, enfin moins, parce que j'aurais jamais proposé plus, ou sinon peut-être j'aurais pu, je sais pas. Mais j'étais pas au courant des prix du marché à ce moment-là. Tu vois, tout ce qui est prix de marché, emplacement, rentabilité, fiscalité, donc toutes ces problématiques-là, moi je m'y intéressais pas au départ. Donc, c'était que je voulais acheter un appartement. Bah, j'achète un appartement. Voilà, je décide que ce soit tel prix que je lance juste comme ça de ma tête. Bah, c'est ce prix-là. Voilà, on a retenu ce prix-là. Et du coup, voilà, c'est celui que j'ai payé le jour de la signature chez le notaire. Et pour info, donc, ce bien, en fait, je te disais que je ne savais pas qu'il fallait accorder de l'importance à l'emplacement à ce moment-là. Tout le monde dit que la première règle en immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. On est d'accord, c'est très important que, voilà, que ce soit pour la location ou pour la revente par la suite. Mais c'est par la suite que moi, j'ai vu que ce bien, vraiment, avait un très bon emplacement. Mais il est à côté de la mairie et il est à côté des berges de Seine. Donc, il est très bien, il vraiment est très bien placé. Mais quand je voulais acheter, c'est pas des éléments que j'ai pris en compte. Maintenant, je les prends en compte quand je fais mes calculs ou je veux acheter un bien. Mais avant, c'était pas le cas du tout. Donc ça veut dire que ton premier bien, tu l'as acheté, pas par hasard, mais presque en fait. C'était allé dans une agence, ils t'ont dit, ah tiens, il y a un bien, c'est le premier bien en fait que tu visitais, j'ai l'impression. T'as fait un prix et hop, et tu te disais quoi au départ? C'était pour faire du locatif ou c'était pour toi pour habiter dedans? C'était quoi ton idée au départ? Ouais, je vais te le dire. Alors, du coup, tu te souviens de l'histoire de la dame chez qui j'ai habité Ouais. pour mettre de l'argent de côté? Et cette dame m'a raconté son histoire et m'a dit, ça fait 25 ans qu'elle loue une chambre dans son appartement et c'est grâce à ça qu'elle complète sa retraite. Et du coup, moi, je voulais faire la même chose dans l'appartement, c'est-à-dire louer une chambre. Et en fait, il y a trois chambres dans cet appartement. Donc, je voulais louer une chambre, garder une pour ma sœur et une pour moi. Et d'ailleurs, grâce à cette chambre-là, le loyer est déjà payé. Enfin, le loyer, je dis le loyer, le crédit est déjà payé. Donc après, je paye les charges de ma poche, que ce soit les charges de copropriété ou les charges fixes. Mais du coup, c'était génial. Parce que, alors attends, je veux refaire les calculs, parce que 150 000 euros, à l'époque, en 2018, je sais pas quelle année tu l'as acheté, ça fait 2020. 700, 2020. Donc ça, c'était avant la hausse des taux et tout. Donc Ouais. c'était à 750 euros par mois si jamais tu étais à 2 sur 20 ans. Si tu as tout emprunté. Attends, j'étais sur 23 ans, je payais ça. J'étais à 702 euros. Mais je t'avais pas dit que moi, le problème que j'ai eu quand j'achetais, c'était que les banques ne voulaient pas me financer. C'était très Oui, dur oui, oui. de financer quelqu'un qui a une carte de d'un an. Même si eux, ils voulaient, les banquiers, ils étaient partants. Mais c'est le logiciel qui refuse. Parce que lorsqu'ils mettent la date d'expiration de la carte, ben, le logiciel le refuse directement. Ok. Mais donc, il me demandait de mettre un apport afin que, voilà, afin de justifier de ma, on va dire, entre parenthèses, de ma bonne foi, mais je sais pas, du fait que je sois impliquée dans le projet. Donc, je mettais ça. Mais ce que je t'avais pas dit aussi, c'est que je louais aussi la cave, dans cet appartement. Je la loue toujours d'ailleurs. La cave dans cet appartement. Et la cave, je la loue à 150 euros par mois. Ok, donc en fait, avec deux chambres louées, ça te fait 700 euros. Une à ta sœur et une à quelqu'un que tu connais pas, plus 150 euros de cave. Et en fait, tu t'es dit, bah, c'est bon, c'est super. C'est comme si maintenant, j'habitais gratuitement et j'ai un petit peu d'argent en plus, quoi. C'est ça, exactement. Moi, c'était ça l'idée. Et après, ma sœur est partie, bah, du coup, j'ai loué aussi sa chambre à elle. Et il y a une troisième chambre que j'ai toujours pas louée, qui est toujours vide. Donc voilà l'histoire de cet appartement. Et à ce moment-là, c'est pas, non, c'était pas à ce moment-là que j'ai fait mes calculs. C'est par la suite que j'ai regardé quel est le vrai prix de cet appartement et j'ai vu qu'il était à 180. Et moi, je l'ai acheté à 150. Super. Et on a oublié de parler de la banque parce que tu as expliqué que tu avais dû mettre de l'apport, mais comment ça s'est passé? Tu t'es mis d'accord sur le prix avec l'agent immobilier. Ensuite, tu dis, bah, ok, je vais voir les banques. Comment ça s'est passé justement quand tu t'es présenté? J'ai pas la nationalité française, j'ai une carte de séjour, je suis en CDD, je suis contractuelle.
comment ça s'est passé? C'est assez intéressant, je pense, pour tous les auditeurs de comprendre. Ouais, c'était très, très compliqué. C'est là, je pense, que j'ai trouvé le plus de difficultés. Les banques ne voulaient pas me financer parce qu'ils se disaient que c'est un profil très instable. Et je suis d'accord, tu vois, je leur en veux pas. Mais petit à petit, je déposais des dossiers dans plusieurs banques. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de banques. Je me souviens très bien, je faisais dans la même banque, je faisais plusieurs agences. Comme ça, je me disais certainement, il y aura quelqu'un qui sera sensible à mon projet, qui comprendra, qui verra que j'ai des comptes clean, que je rembourserai ma dette chaque mois. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, il y avait une banque qui avait accepté de me financer. Du coup, j'ai rappelé mon banquier pour lui dire que c'est bon, je pars, je vous quitte. Il y a une banque qui a accepté. Et là, il m'a dit, ah non, 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 on est prêt à vous accepter. Enfin, je lui dis, mais pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là pour me dire ça? Fallait juste m'accepter dès le départ que de me laisser aller voir ailleurs et puis revenir vers vous. Après, donc, quand je lui ai dit ça, il m'a proposé un taux intéressant. Il a toujours pas accepté de me financer les frais de notaire parce que je sais il y a certains, ils font du 110%. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Donc, voilà, j'ai mis les frais de notaire, j'ai mis un peu plus d'apport quand même que les frais de notaire. Et du coup, j'ai été acceptée. Mais c'est là que j'ai eu le plus de difficultés et c'est là que j'ai le plus persévéré. Et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire, persévérer, persévérer, persévérer. Ce qui est intéressant, en fait, moi, je discute avec pas mal de monde et je vois les gens et il y en a, ils disent: «Non, mais moi, j'adore mon banquier, alors je veux forcément travailler avec mon banquier» et puis ils sont là comme ça, ils veulent que alors ils vont voir leur banquier leur donne des conditions: «Ah, mais il me donne pas des super conditions». Mais je lui dis: «Mais en fait, tant que tu as pas allé voir ailleurs et que tu as dit: "Bah, écoute, j'ai trouvé ça ailleurs", bah, quel est l'intérêt de ton banquier de s'aligner?» Parce qu'il est en face de 80 de fainéants qui veulent pas aller voir plus que 2 banques, donc il se dit: «C'est bon». Tu vois? Donc c'est logique que, Ouais. c'est en allant voir ailleurs que toi-même tu montres que tu as confiance en toi et le banquier du coup, il est obligé de s'aligner pour te garder et c'est intéressant aussi parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent au bout de un rendez-vous ou 2 ou même pire, hein, il y a des gens, au lieu d'aller voir l'agence immobilière, ils vont d'abord voir le banquier: «Est-ce que si j'achète un appartement, vous me suivez ou pas?» «Ah non, bah non, vos conditions, c'est pas top». «Bon, bah, je fais pas d'investissement, je m'arrête alors». Et je lui dis: «Mais non, ça marche pas comme ça». Non, moi je conseille tout le monde déjà de ne pas aller voir le banquier avant d'avoir le projet. Ouais. Si on fait vraiment un bon projet avec un PowerPoint où on présente les chiffres, où on montre les photos, on montre l'emplacement, où on montre également la valeur du bien après les travaux, je pense que, tu vois, le banquier va s'apitoyer un petit peu sur notre, on va dire notre travail. Je ne sais pas si c'est le bon mot que j'emploie un petit peu, mais il va se dire, ouais, la personne a fait tout ce travail-là et moi, je vais refuser d'étudier sa demande. Le pire, après, le pire qui va se passer, c'est que il va dire non, mais c'est pas grave. Vous avez Bah, déjà oui. appris quelque chose. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Tu vois, je fais tout, je prépare un bon projet, un bon dossier. Je vais aller le voir. Et au moins, la réponse que je vais recevoir, c'est un non. Et c'est pas grave, je vais repartir par la suite sur un autre projet. Et au contraire, ça m'aura armé pour un autre projet. Je saurai les exigences de la banque et du banquier pour un futur projet. C'est pas une perte de temps. Ouais, ouais. C'est intéressant. Tu as fait combien de banques alors pour obtenir, le premier oui d'un banquier? Un ordre d'idée à peu près? Je vais te dire, je vais imprimer plus de 50 dossiers parce que à ce moment-là, je les déposais moi-même en version papier. C'est sûr que c'est plus de 30. Oh, c'est énorme! Mais c'est génial. Sans compter les courtiers. Alors, je ne sais pas toi si tu es déjà passé par un courtier qui t'a aidé, mais moi, les courtiers n'ont jamais réussi à me décrocher un prêt. Ouais, ouais. Les courtiers, c'est rare, hein, que, on recommande les courtiers, hein. Nous, on trouve que le métier d'investisseur, c'est d'aller voir les banquiers, directement, quoi. Mais bon, il y a des cas exceptionnels où ça peut être intéressant, mais ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. En fait, j'ai pensé à une idée aussi quand tu as dit ça. C'est, j'imagine un de mes enfants qui vient me voir et qui me dit: «Maman, tu me prêtes 20 000 € pour que je fasse un grand voyage?»
Bah, je fais: «Ben, non, je vais pas te prêter 20 000 € pour que tu me fasses un grand voyage, tu sais, je sais pas où tu vas aller, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi ton plan? Non, c'est non». Mais c'est pas pareil, un enfant qui va venir voir son parent et qui dit: «Bah, écoute, j'ai un projet, je vais faire ci, je vais faire ça va être à tel endroit, et cetera, mais pour ça, en effet, j'ai besoin de 20 000 €». Ah, OK, alors là, je peux comprendre, tu vois? On peut en commencer à en discuter. Mais c'est normal qu'il y a aucun banquier qui va dire oui. Alors, il y en a parce qu'ils se disent: «Bon, c'est une RP, ils font le calcul du taux d'endettement, bon, bah, c'est bon». Mais dès que tu sors un petit peu des clous, tu peux pas attendre un oui de quelqu'un qui s'il y a rien derrière de concret, quoi, tu vois? C'est pas possible, enfin bon. Exactement. C'est vrai. Ouais. C'est comme si tu vas aller voir un business, comment on appelle ça? Business angel? Business angel. Tu demandes une certaine enveloppe sans montrer de business plan, sans montrer ce que la personne va gagner derrière. Et même, voilà, je rajouterais que pour le banquier, il faut lui montrer ce que lui, il va avoir en contrepartie. Parce que, tu vois, dans une relation banquier-client, il faut vraiment dire au banquier, voilà, moi, je vais faire mon projet, mais vous, derrière, vous allez avoir des assurances sur lesquelles vous allez avoir des commissions, par exemple, ou autre chose. Tu vois, ça dépend des moments, ou bien je vais rapatrier mes salaires chez vous. Il faudrait que le banquier y trouve un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, ben, il poursuivra pas la relation. Ouais. Non, mais c'est parfait. Donc, tu as réussi au bout de 30 rendez-vous d'avoir ton oui. Finalement, tu es resté, donc tu es allé chez la nouvelle banque ou tu es resté chez l'ancienne banque? Non, non, je suis toujours dans la même banque d'ailleurs. C'est toujours eux qui me financent. Je OK. suis restée dans la même banque, OK, donc dans la là, même banque. tu as fait ta première opération. Tu dois être trop contente. Tu fais tes calculs, tu vois que tu as acheté un appart finalement qui en vend 180. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis: «C'est bon, je suis comme mes parents, j'ai ma résidence principale, je m'arrête»? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé à germer dans ta tête? Non, alors pas du tout. Au contraire, c'est à ce moment-là que l'envie d'investir s'est amplifiée. C'est à ce moment-là même que j'ai développé, je dirais, une passion pour l'investissement. Quand j'ai commencé à faire les travaux et à voir le avant et après, comme tu le dis toi, et c'est là que je me suis dit, waouh, là, il faut faire une deuxième opération le plus tôt possible. Donc, en 2020, l'opération est financée. J'ai loué une chambre, la cave, et puis je suis repartie sur une autre opération en 2021. J'ai juste un mot à dire par rapport à l'année 2020. C'est l'année, voilà, j'ai fait des travaux, mais je les ai financés moi-même. Donc, il n'y avait pas grand-chose dans les comptes à ce moment-là. Il restait pas grand-chose. Et quand je suis repartie sur la deuxième opération, je réfléchissais et je me disais, oui, mais là, il y a mon salaire, il y a l'argent qui rentre de la chambre, mais comment je peux faire pour que le banquier accepte de me financer pour une deuxième opération? Bon, j'ai creusé un petit peu, je me suis dit, bon, là, il faut se retrousser les manches, il faut prendre un deuxième job. Donc, le matin, c'est ce que j'ai fait. Le matin, je travaillais donc à l'Éducation nationale, je faisais mon job d'enseignante. Et le soir, j'allais travailler toujours dans l'enseignement, dans un centre de formation. Et du coup, je suis allée voir le banquier par la suite avec le PowerPoint, le projet qui était bien ficelé, les chiffres à ce moment-là et tout, parce que voilà, j'ai appris à le faire par la suite. Et il a vu que je fais quand même de job et il a accepté de me financer pour une deuxième opération, cette fois-ci sur Amiens, où j'ai ma deuxième coloc. Donc là, tu as refait une colocation avec combien de chambres? Cette fois, il y a trois chambres dans cette coloc-là. Pareil, cette fois-ci aussi, j'ai eu pas mal de difficultés à me faire financer. Donc, cette fois, c'est une autre banque qui a financé parce que la première a refusé. Ils ont refusé et ensuite ils ont accepté, mais pas avec de bonnes conditions, hein. Et du coup, je suis allée voir une autre banque, mais j'ai obtenu le financement. Mais là, c'était une opération, je peux te dire, qui m'a vraiment épuisée. C'était fatigant. Franchement, c'était fatigant de travailler la journée et de travailler le soir pour tout ça, pour économiser, en montrer au banquier à quel point je veux ce bien, à quel point je veux enchaîner les opérations. Là, oui, c'est à refaire. Je ne sais pas si je peux le refaire, hein, mais je le regrette absolument pas. Ouais, donc là, tu as un deuxième bien
Et comment ça se passe là? Tu te dis: «Bah, c'est bon, c'est bien» ou tu as encore plus envie? Tu te dis comment tu t'organises pour la suite? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu des difficultés en ce qui concerne les travaux, la mise en location. Enfin, tu Oui. connais toi aussi, je pense, les, les, les tracas d'un chantier. Mais bon, après, ça se termine toujours un jour et on arrive toujours à la phase de la location et c'est ça ce qui est bien. Non, je me suis pas dit que je vais m'arrêter là. Je voulais enchaîner encore une fois en 2022, donc 2020, 2021, 2022. En 2022, j'achète mon troisième appartement. Cette fois, il n'est pas très grand, donc c'est un appartement où je fais de la LCD, mais qui se prête très bien et qui a un très bon emplacement également. Cet appartement, je vais dire, je l'aime beaucoup. Oui, j'aime tous mes appartements, tu vois. Je les aime tous les trois. Mais celui-là en particulier, parce qu'on va dire c'est celui qui génère le plus de cash, oui, c'est la vérité. Après, je te donnerai les chiffres si tu veux, parce que moi, je suis ouverte à ça. C'est celui qui génère le plus de cash, mais celui qui est en LCD. C'est des revenus, on va dire, ça marche très bien, mais on appelle ça des revenus pas très stables et qui ne sont pas pris en compte par la banque. Mais bon, c'est pas grave. J'ai cet appartement, j'ai un petit faible pour lui. Et bah, je veux bien que tu partages les chiffres alors, déjà de ces 3 premiers appartements, Le premier appartement, donc il y a deux chambres qui sont louées à 500 euros. Bientôt, la troisième va être louée également. Donc, je laisse les auditeurs après faire leurs calculs. Il y a quand même un cash flow qui est dégagé, même s'il n'est pas très grand, mais il y en a quand même. donc 702 pour, donc 3 fois 500, donc ça fait 1 500 plus 150 € la cave. Donc on est pas mal, c'est très bien comme ratio, c'est super. Ensuite donc le deuxième. Le deuxième, on est à 500 euros la chambre. Alors, auparavant, c'était 450 et cette année, c'est 500 euros parce qu'avec l'augmentation de l'électricité et l'augmentation des charges aussi de copropriété. Donc, la chambre est passée à 500 euros. Pareil pour un loyer qui est de 720 euros celui-là. Et on est pas mal également là. Donc, 500 bah, la fois 3. En payant tout, j'ai regardé, il me reste à peu près 500 euros de cash flow. Ah, c'est très bien pour les 2 premières opérations. Oui, la dernière, comme je te le dis, c'est de la LCD. Ça change, ça dépend des périodes. Donc, il y a des périodes où ça se travaille bien. Il y a des périodes où pas assez, mais c'est comme ça. Mais il y a des périodes qui permettent de payer les mois creux. Et tu as réussi à automatiser ta location courte durée ou ça te prend beaucoup de charge mentale quand même, Alors, pas tant que ça, je dirais. Je l'automatise dans le sens où j'ai une boîte à clés, donc je gère les arrivées, enfin, ça gère les arrivées, les entrées, tout se fait en ligne, oui. Certains me demandent des factures, je les fais moi-même. En fait, toute la gestion, je la fais moi-même, mais parfois, tout se passe pas comme on veut. Tu vois, parfois, il faut intervenir rapidement et que voilà, j'ai pas le temps. Parfois, il y a certains problèmes qui surviennent, on s'y attend pas vraiment. C'est comme ça. C'est l'investissement immobilier est comme ça et on n'y peut rien. Mais oui, je la gère moi-même et tout ce que je peux automatiser, ben, je l'automatise. et tu as quelqu'un qui fait les ménages? Enfin, tu as des prestataires, qui font, le travail, d'entrée-sortie, enfin. Non, j'ai une femme de ménage. J'ai une femme de ménage qui est très, très bien, avec qui j'ai partagé le planning et c'est elle qui approvisionne l'appartement quand il manque quelque chose et après moi je la paye derrière. J'ai que ça. La femme de ménage qui est mon bras droit, je dirais, parce qu'elle m'envoie tout le temps des photos sur ce qui se passe. L'appartement, une fois que les locataires sont partis. Mais j'ai que ça. J'ai pas d'autres prestataires. J'ai pas de conciergerie, par exemple, parce que moi, j'aime pas passer par une conciergerie. Pour ces trois-là, enfin, pour ce bien-là, je préfère le gérer moi-même. Comme ça, je sais ce qui se passe et puis j'apprends énormément de choses parce que, voilà, avec l'humain, on apprend. Par la suite, peut-être, une fois que j'aurai assez de biens, je ferai appel à une conciergerie. Et donc là, tu as réussi en 3 ans, donc 2020, 2021, 2022, à acheter 3 biens, alors que tu étais toujours contractuel et que tu avais pas encore la nationalité française. C'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Donc, les trois biens ont été achetés avec mon CDD et ma carte de séjour d'un an. Il faut savoir que moi, je suis naturalisée en 2023, donc récemment. Je me souviens, j'ai récupéré la nouvelle carte d'identité en juin 2023. Oui, c'est très récent. Voilà, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Mais du coup, oui. Et au départ, moi, j'avais des pensées, comme je te disais, limitantes par rapport à ça. Je pensais pas qu'il est possible de le faire avec mon profil, parce que ça reste un profil pas très garanti, pas très apprécié par les banques. C'est comme, tu vois, les intermittents du spectacle. Tout le Ouais. monde, qu'il est difficile pour eux d'emprunter de l'argent. Ben, moi, je m'assimilais un petit peu à ce profil-là à un moment donné. Mais finalement, quand on est dans la fonction publique, je pense que les banques nous font plus confiance. Donc, si vous avez un profil comme le mien, bah, et que vous voulez investir, bien sûr, hein, et il faut que ça vienne de vous-même, n'hésitez pas à y aller. Tentez votre chance et vous allez voir. Au pire, on va vous dire non et vous allez recommencer dans un an. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant parce que nous, on a des membres dans le club qui justement ont des profils atypiques parfois. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Et notamment, il y a quelqu'un là qui a obtenu un prêt qui était en disponibilité, mais qui était médecin. Donc, en fait, même si elle était entre deux contrats et qu'elle faisait pas des contrats de titulaire, en fait, il y a quand même écrit médecin sur sa fiche, quoi. Donc, ça rassure. Et je pense que professeur bah, on se dit, enfin, je me mets dans la peau d'un banquier, c'est pas un métier entre guillemets à risque de galérer à trouver du travail. Enfin, je sais Non. pas. C'est en tout cas c'est un métier rassurant que le banquier comprend. Je pense que voilà. C'est donc en effet. Donc c'est super intéressant ton témoignage. Et donc comment ça se passe? Est-ce que tu te dis du coup, bon bah maintenant les taux ils remontent, j'arrête et je m'arrête là, c'est bien, c'est suffisant, j'en ai trois. Ou est-ce que tu commences à cheminer et tu te dis non mais je vais continuer? Est-ce que ta situation personnelle aussi, elle évolue? Comment tu vois les choses? Et ton métier de professeur, est-ce qu'il te plaît toujours autant? Enfin, comment ta vie et ta perception de la vie, elle évolue avec ces années? Oui, mon métier de professeur me plaît toujours autant. Moi, j'entretiens une très bonne relation, comme je te disais, avec mes élèves, avec mes collègues. Pour le moment, voilà, ça se passe très bien. Je touche du bois. J'espère que ça va continuer ainsi. Et je continue mes investissements à côté parce que ça me rassure, ça me sécurise, surtout maintenant qu'on dit que notre génération n'aura pas de retraite. Apparemment, les études qui ont été faites montrent que nous, on aura 145 euros de retraite ou un peu moins. Donc, moi, je trouve que voilà, ça me rassure de me dire que j'ai un patrimoine qui va travailler pour moi si jamais à la retraite, si jamais, voilà. Mais sinon, par rapport à ma situation personnelle, bah, je suis devenue maman entre-temps. J'ai eu une adorable petite fille qui s'appelle Alexandra, que j'aime de tout mon cœur. Après, tu vas me dire, oui, tous les parents disent ça, ce qui est normal, Non, j'entends. mais t'inquiète pas, je comprends. Tu comprends. OK. Et là que j'ai ma fille, je dis que il faudrait que je lui montre l'exemple. Je ne peux pas lui dire à elle un jour, il faudrait que tu te battes pour atteindre tes objectifs si moi-même je ne le fais pas. Je me dis, mais moi, voilà, il faudrait absolument que je lui montre le chemin. Pas le chemin pour atteindre, pour gagner des millions. Ça, c'est pas ça le plus intéressant, je trouve, dans le chemin, mais c'est vraiment le processus pour y aller, quel que soit le rêve. Chacun a son rêve, mais le fait de se battre au quotidien, le fait de faire des petits pas jour après jour pour y arriver, c'est surtout ça qui compte. Surtout ça, dépasser ses peurs pour aller vers, comment dirais-je, la chose qui nous intéresse le plus dans la vie, ce à quoi on aspire. Donc, c'est surtout ça. Du coup, non, je ne me suis pas arrêtée là. Et cette année 2024, j'ai acheté un immeuble de silo, et qui est vraiment celui-là, il est très rentable. J'ai fait mes calculs, j'ai proposé une offre qui a été agressive, mais j'aurais pu encore faire encore plus agressive que celle-ci. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est passé, mais bon, c'est comme ça. Et on a acheté un immeuble avec mon conjoint. Bientôt, on va commencer les travaux, mais pour le moment, c'est un immeuble entièrement loué
où on va commencer à faire des travaux au fur et à mesure. Des sorties de locataires, d'accord. Mais non, on ne s'arrête pas. Tu m'as parlé, Dorine, tu m'as dit ce que tu t'es dit que avec l'augmentation des taux, non, l'augmentation des taux n'est pas un argument pour s'arrêter parce que déjà qu'une fois que ça baisse, on pourra aller négocier le taux, le renégocier plutôt. Et même si c'est pas le cas, même à 4%, je trouve que si on fait bien ces calculs, il y a encore des biens sur lesquels on peut gagner, même avec un taux pareil. Je ne dis pas que c'est facile de le trouver, mais c'est ça le travail d'un investisseur, c'est de chercher des biens rentables. C'est d'être à l'affût sur le bon coin, sur se loger, sur bien ici pour trouver. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je dirais même une chose que moi, j'ai découvert avec les années, parce que quand on est investisseur, on se perfectionne d'une année à l'autre. Hein. C'est pas la première année qu'on est rentable. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'acheter. Si vous n'êtes pas rentable avec du cash flow, vous êtes rentable avec la capitalisation. Le principe, on le connaît tous, c'est que on achète avec l'argent de la banque et c'est le locataire qui rembourse. Donc, à partir du moment déjà où l'opération est blanche, c'est déjà ça. Mais après, on optimise. Chaque année, on optimise. Moi, chaque année, je vois maintenant un élément dans mes appartements qui peut me rapporter de l'argent. Tu vois, par exemple, par rapport à l'immeuble, il y a l'immeuble, il y a les silos qui rapportent, mais on peut aussi rajouter un Vinted Go. Tu vois, les trucs Vinted qu'ils placent devant les maisons enfin, les maisons ou les immeubles. Je vois qu'il y a bien un endroit dans cet immeuble-là, une petite cour à l'extérieur, où on peut mettre ça. Tu vois, c'est déjà ça. Et je suis sûre qu'à l'avenir, j'aurai d'autres idées d'optimisation qui vont rapporter de l'argent. Et c'est pas grave si on n'est pas rentable tout de suite, c'est pas grave. Il y a autre chose aussi que je tiens à dire, c'est que je passe beaucoup de temps, moi, sur le Bon Coin, sur Se Loger, et je passe aussi beaucoup de temps sur Airbnb pour savoir les caractéristiques des biens qui marchent. Au départ, il y a beaucoup de choses, voilà, j'étudiais, je regardais, je notais dans mes feuilles. Je me disais, mais qu'est-ce qui marche? Pourquoi tel bien a beaucoup d'avis alors que tel n'a pas beaucoup? Et pourtant, tu vois, c'est la même chose. Ils sont tous les deux bien meublés, ils sont bien rénovés et ils sont bien décorés, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu vois, ce travail, il m'a pris 2 ans pour découvrir ce qui marche vraiment. Et là, maintenant, je peux te dire ce qui marche parce que j'ai passé beaucoup de temps à noter, à me dire, ah ouais, d'accord. Donc, telle chose parce que lui, il a mis telle chose, lui, il a oublié de mettre, lui, il a été réactif, lui, il a été comme... Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour le découvrir. Et maintenant, je sais quelles sont les villes qui marchent sur Airbnb. Pas toutes les villes. C'est comme ça, c'est comme ça. À un moment donné, j'ai même appelé les agents d'Abritel et de Booking pour leur poser des questions sur les villes en question. J'ai vu que, voilà, que ça marche, mais je leur ai dit en fait quelle catégorie de population vient dans cette ville et ils m'ont confirmé ce à quoi je pensais. Alors, dis-nous, toi, c'est quoi ton analyse, un peu les 5 critères qui font le succès d'un bien en Airbnb selon ton étude? Je veux bien que tu partages ça, l'audience va être trop contente de savoir. Alors, tout d'abord, la réactivité. La première chose, la réactivité, c'est la base. Ça, il faut vraiment pas l'oublier. Dès qu'un votre locataire a un problème, si vous voulez éviter un commentaire négatif, soyez réactif. Et s'il y a un moyen d'aller le voir sur place et de lui régler son problème, c'est encore mieux. Deuxième chose, choisissez soit les villes où il y a des touristes, soit les villes où il y a des travailleurs saisonniers, soit des gens qui viennent pour le business. Étudiez bien votre ville. Ne choisissez pas les villes juste parce que ça vous plaît ou parce que vous avez un coup de cœur ou parce que vous pensez que ça va marcher. Moi, je suis dans une ville actuellement, j'habite dans une ville où la coloc fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai une coloc ici, mais la location saisonnière ne fonctionne pas du tout. Étudiez bien et regardez quelle est la population qui vient dans cette ville-là. Une ville avec de la coloc, ça ne veut pas dire une ville avec de la LCD. La LCD, c'est spécial. Troisième critère, quand vous étudiez votre marché, regardez s'il y a assez de biens.
S'il n'y a pas assez de biens, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés par cette ville-là. Là où il n'y a pas de marché, c'est pas la peine d'investir. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, actuellement, je vois beaucoup d'influenceurs, on va dire, mode et beauté, lifestyle. C'est parce que c'est un truc qui marche. Vous avez un truc qui marche, vous le travaillez à fond. Pourquoi faire dans quelque chose qui ne marche pas? Donc, pareil pour l'immobilier. Vous avez une ville, vous avez repéré sur Airbnb une ville qui fonctionne, bah, achetez un bien dans une ville qui fonctionne. C'est comme ça, c'est comme ça. S'il y a autant de monde qui est allé là-bas, c'est pas pour rien. Quatrième critère, une belle décoration. Ça attire l'œil. Et une décoration, pas avec des produits tels Maison du Monde, Alénéa. Une décoration simple qui vous ruine pas. Ça sert à rien de se ruiner. Ça, c'est la faute que j'ai faite au départ, moi, en achetant des lits très chers parce que je pensais que voilà, le visiteur va aller voir, il va se dire waouh, il nous a mis un très bon lit ici. Non, le basique, les basiques. Le locataire, il veut aller droit au but. Enfin, le visiteur, le client, on va l'appeler comme on veut. Les basiques. Après, quoi d'autre? Oui, tout ce qui est fonctionnel. Moi, j'ai eu des commentaires parce que j'ai pas mis d'interrupteur à côté du lit. Tu vois, à côté du lit, la personne a dit, oui, je me déplace pour éteindre la lumière. Ça, c'est des trucs que les gens n'aiment pas. Du coup, le fonctionnel, c'est pas la peine, voilà, de mettre une table à 500 € et de ne pas mettre un interrupteur à côté du lit ou une veilleuse. Voilà, il faut mettre un interrupteur, c'est un interrupteur parce que la personne ne veut pas se lever à la fin pour éteindre la lumière. Donc voilà, moi, ce que j'ai repéré. Il y en a d'autres, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais déjà avec ça, je pense que c'est déjà beaucoup. Ça va fonctionner. Et par rapport à ton immeuble donc de 6 appartements, c'est quoi ton plan? C'est tu veux les mettre en location courte durée au fur et à mesure que les gens partent? C'est ça ton idée? Ou c'est pas la Non, location non, 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 non. immeuble-là? Je suis déjà très rentable avec de la LLD. Je continuerai comme ça. C'est juste des travaux de rafraîchissement et d'isolation énergétique. Ok, LLD pour les gens, c'est location longue durée, contrairement à LCD, location courte durée. Ok. Et j'avais une autre question qui m'est venue tout à l'heure quand tu m'as expliqué ton parcours, c'est que tu as commencé célibataire en achetant seul tes appartements. À un moment donné, j'imagine que c'est le papa de ta fille qui a investi avec toi sur le dernier immeuble, donc. C'est ce que tu m'as dit. Comment ça s'est passé par rapport au couple? Je pose la question en fait parce que tu as commencé toute seule, tu te mets avec quelqu'un, la personne, alors soit elle a déjà fait des investissements ou pas avant d'être avec toi, et si elle en a pas fait, bah elle se dit non mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es folle? C'est quoi tout ton bazar? Comment tu fais pour le convaincre d'aller avec toi dans la même direction? Et où est-ce que c'était aussi un investisseur? Enfin, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu un moment donné, tu as fait tes choses dans ton coin et maintenant vous les faites à deux. Donc comment ouais, ça m'intéresse de savoir ça. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, oui, j'ai fait mes aventures toute seule au départ et ensuite il m'a rejoint. D'ailleurs, je l'ai convaincu moi-même d'acheter son appartement. Je lui explique en fait, si tu veux, je ne sais pas ce que tu as dit toi aussi dans un de tes podcasts que tu as expliqué à Cyril. Voilà, il y a une rentabilité, et on peut acheter tant et gagner tant. Vous faisiez ça comme ça. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui montrais les biens et je lui disais, suis-moi, tu vas pas le regretter. Et je pense qu'il m'a fait confiance, mais il a fait surtout confiance, on va pas se mentir, aux chiffres. Donc, et après, voilà, il a vu que c'est le cas, que en fait, je l'ai convaincu de créer une SCI. Je lui ai montré les chiffres. Je lui ai montré même la valeur du bien après la revente. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Il était un petit peu réticent au départ, mais comme il a vu que je gagnais déjà de l'argent avec les autres biens, il m'a suivi. Super, trop bien. Alors, je sais pas si tu avais d'autres biens encore à raconter ou est-ce que l'histoire, elle en est là? Et si jamais donc il n'y avait pas d'autres biens, je veux bien que tu expliques aussi la suite, comment tu vois les choses, les années à venir. Et l'autre question aussi, bon, qui a rien à voir, mais est-ce que l'arrivée de ta fille t'as pas donné aussi envie de lever le pied un petit peu au travail ou faire un mi-temps ou
Je sais pas si tu as d'autres projets. Enfin, comment tu vois un peu ton avenir? Ça m'intéresse. Oui, encore une question très intéressante de ta part. Alors, comment je vois l'avenir? Déjà, je compte continuer à investir dans l'immobilier. Récemment, pour te dire que je suis une fidèle auditrice, je ne sais pas si tu as parlé d'une investisseuse qui a acheté un immeuble de 15 appartements. C'était ça? Oui, oui, dans Ouais. notre groupe, il y en a une là qui est en train de créer 15 apparts, ouais. Et du coup, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais c'est pas, franchement, ça, c'est très malin d'acheter un immeuble avec plusieurs lots d'un seul coup. T'imagines, ça, c'est très, très, c'est une opération où tu as, je vais dire, si j'aime pas très le mot, moi, tu as ta liberté financière d'un seul coup. On est d'accord. Ouais. Du coup, on peut faire une opération de ce genre-là, une opération de grande envergure, où en une seule, c'est comme si tu as fait plusieurs. Ça m'intéresse énormément. Et puis, par rapport à ma fille, j'ai décidé de lui consacrer plus de temps. On va la mettre à la crèche, certes, mais je veux qu'elle passe plus de temps avec moi pour lui apprendre tout ce que enfin, moi j'ai appris. Parce que dans mon parcours d'enseignante, j'ai appris pas mal de choses par rapport à la lecture précoce, par rapport à comment apprendre certains éléments à des enfants. Et du coup, je compte bien les transmettre à ma fille. Et aussi, tu vois, l'idée de la boîte revient toujours. Je, je suis ouais, très motivée par ça. J'aimerais vraiment créer une boîte, je vais dire, qui sera valorisée à des millions. Quand j'écoute Pauline Lénion inviter des gens et parler de ça, ouais, c'est quelque chose. Mais tu vois, j'ai des étoiles dans les yeux et partir sur ça me plairait énormément. Et ce sera une boîte dans l'immobilier. Genre, toi, tu connais Studapart? Ça me dit quelque Tu chose, ouais. D'accord. En fait, Studapart, leur modèle économique me plaît énormément. C'est une boîte dans le digital où ils proposent des biens à des étudiants. Ils se rémunèrent sur le dossier. Ils proposent non seulement des biens à louer, c'est-à-dire des chambres, et en même temps une assurance garantie loyer impayé. Et c'est exactement voilà, ce genre de boîte que je veux créer, où il y aura de la valeur où je vais apporter de la valeur plutôt pour les locataires. OK, non mais donc en fait, tu as plein d'idées et tu as déjà commencé quand même à faire un immeuble de silo, donc c'est déjà pas rien, c'est déjà pas mal. Ouais. Après, oui, silo, pour toi, c'est pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà un bon enfin, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Tout le monde ne l'a pas fait. Tu vois, nous, dans notre premier immeuble, il y a 5 lots et dans le deuxième immeuble, il y a 6 lots. Et c'est dans le troisième immeuble où on a tout explosé et on a fait 15 lots, tu vois, nous. En tout cas, dans notre cas. Et c'est vrai que dans notre client, là, la plus grosse cliente, enfin, la plus grosse cliente, celle qui a fait le plus gros investissement, elle achète du premier coup, c'est son premier investissement direct, un immeuble de 15 apparts. Donc, ouais, c'est. Peut-être c'est parce que vous l'avez accompagné, vous lui avez montré le chemin. Ah bah oui, toute seule, enfin je sais pas, je me lance peut-être des fleurs, mais je pense pas que toute seule elle aurait fait ça, tu vois. Là, Cyril, il la coach sur les travaux. Enfin, les travaux sont colossaux. Enfin, t'imagines un chantier de 15 appartements dans un immeuble, Ouais, on va ouais. dire, assez délabré. Enfin, enfin, je pense qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Mais après, je pense que elle aura quand même des loyers qui vont lui payer, enfin, qui vont remplacer son salaire, je veux dire. Mais complètement, mais comme elle, elle était pas habituée à l'investissement. Elle, c'est son premier, donc c'est assez costaud. C'est rare, les gens. J'en ai beaucoup, hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont là, oui, mais je commence petit, un truc de 2, 3 déjà pour voir. Mais c'est normal, en fait, parce qu'on a besoin. Enfin, il y a des gens, ils ont besoin de voir le concret, que ça commence à marcher avant de se lancer là-dedans. Et ça Mm. dépend de chacun, ouais. Ça dépend de chacun. Moi, j'ai des collègues qui me disent, quand je leur raconte l'histoire, qu'on peut gagner tant de temps, ils me disent, OK, d'accord, je vais commencer avec un parking et un garage. Mais je leur dis, franchement, c'est pas la même chose du tout, hein. Que Bah ce ouais. soit en termes de valorisation, en termes d'argent généré. Vraiment pas. C'est deux choses complètement différentes. Et je pense, Dorine, tu sais, c'est là qu'on se décourage, en fait. En prenant un parking. Bah ouais. T'imagines, tu gagnais pas beaucoup avec un parking. Et du coup, là, tu te dis, ah, finalement, l'investissement ne marche pas, j'arrête. Bah ouais. Mais non, mais c'est vrai. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il y a des personnes qui vont commencer petit avec un mauvais mindset, qui vont pas très bien s'en sortir et en fait, ils vont se conforter. Ah bah heureusement que j'ai pas fait plus grand parce que tu vois, c'est tellement galère.
voilà, c'est compliqué. Chacun Mm. son voilà, on avance, comme on peut, chacun de son côté, mais voilà, en tout cas, c'est chouette et en plus maintenant, vous du coup, vous avez, bah, vous commencez à investir à 2, donc Oui. j'imagine que vous allez enchaîner peut-être d'autres investissements. Ah oui, clairement. Clairement, là, ce matin même, j'ai envoyé 2 offres sur 2 biens intéressants que j'ai trouvés en Île-de-France d'ailleurs. On va faire coucou Adama que tu as Oui, oui. interviewé la dernière fois. Ils sont intéressants. Donc, j'ai fait une offre agressive, cette fois vraiment très agressive. Encore une fois, au pire, bah, le vendeur il va faire une contre-offre. On est d'accord. Et du coup, j'attends la réponse de l'agent immobilier. Moi, je dirais que, en fait, tout le monde doit le faire. Parce que faut pas se contenter uniquement sur une seule source de revenus. Tu te souviens de la période Covid Ouais. où il y avait pas mal de gens qui ont perdu leurs emplois? Et même si vous avez des rentes à côté, ça peut vous aider à passer le cap. Et même, tu vois, je regarde des articles sur Internet. Aux États-Unis, figure-toi, les gens, ils commencent à investir dans les actions à l'âge de 15, 16, 17 ans. Et là, à 30 ans, je te jure qu'il y a pas mal de gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire une action en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire une rentabilité en immobilier, qui pensent que c'est pas possible d'investir et qui ont de bons salaires en plus. Hein. C'est pas l'argent qui pose problème. Et tu te dis, c'est 2 mondes complètement différents. Mais parce que on n'a pas d'éducation financière, personne ne va t'éduquer à ça, hein, à part, comme je te l'ai dit, dans certains milieux sociaux, on en parle. Toi, j'imagine que tes enfants à l'avenir, ils sauront tout ça parce que vous parlez entre vous. Oui. Mais ailleurs, on n'en parle pas. Les gens, ils sont pas sensibilisés à ça. Du coup, voilà. OK. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, tout ce que tu nous as partagé. Je pense que, ça fait du bien à tout le monde d'entendre des parcours différents. Moi, je trouve ça chouette. J'espère que ça donne de la motivation aux auditeurs. Si les personnes t'ont bien aimé, moi, je sais que maintenant tu as un compte Instagram dans lequel tu partages tes aventures. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre? Quel est ce compte Instagram si jamais ils veulent te suivre? Voilà. Alors, mon compte Instagram, c'est Bérénice, comme mon prénom, tiré business. Et c'est là que je publie mon aventure immobilière. J'en parle beaucoup en story. Je montre tout ce que je fais, voilà, ce que j'achète, comment je le transforme, mes aventures avec mes locataires. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'un conseil, une question, ou je ne sais pas, ou juste pour papoter, comme l'a dit. J'ai interviewé une fois une femme, je pense, qui s'appelle Money Mindset, qui a dit que c'est Oui. important de rentrer en contact avec les gens. Bah, voilà, on est une communauté d'investisseurs, donc on est là pour partager les bons tips. Bah, merci beaucoup Bérénice en tout cas. Sur ce, bah, je souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Au revoir, Dorine.